ciseler de la ciboulette, c'est technique. Je ne me lasse de rien. Tout ce que je fais, je le fais à fond. Le terroir, la générosité, la gentillesse. Voilà, c'était ça Maïté. Ce qu'on va laisser derrière, je sais pas, mais on laissera forcément quelque chose. Salut Philippe Etchebest. On a plein de questions à te poser. Certaines sont plus légères et d'autres beaucoup plus sérieuses. Est-ce que t'es prêt? Eh bien, bienvenue dans cet entretien. Merci. L'idée, c'est qu'on aborde un peu des questions sur la cuisine, plus sérieuses, d'autres plus légères. Et moi, j'aurais une première question. Quand on pense à la cuisine, à la renommée de la cuisine, on pense tout de suite aux étoiles Michelin. La vraie question, c'est, en dehors du symbole, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'étoile Michelin, c'est l'aboutissement d'un travail de toute une équipe. C'est une espèce de validation, je dirais, d'estampille. Bam! Quelque chose qui vient valider l'excellence, la créativité, la régularité, le terroir aussi, et la personnalité d'un chef. Je pense pas que ce soit une finalité en soi. En tout cas, pour moi, ça peut être un commencement aussi, hein. C'est Ça vrai. peut être un départ pour plein de choses. Moi, je l'ai plutôt vécu et ressenti comme ça. C'est le départ d'une nouvelle aventure, parce qu'avant de pouvoir espérer des étoiles, déjà, il faut s'affirmer soi-même en tant que chef, en tant qu'identité, enfin, ce qu'on peut avoir comme identité culinaire. Donc, ça prend toujours aussi un petit peu de temps malgré tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu ma première étoile, ça a été un peu le commencement d'une autre histoire, d'une autre aventure. Et d'en avoir toujours plus, c'est du coup une course à freiner ou pas forcément? Non, pas pour moi, c'est toujours pareil, c'est un état d'esprit aussi. Il y a des chefs qui aiment ouvrir à travers le monde des établissements avec des objectifs d'étoiles. Ouais. C'est pas ce que je recherche. Moi déjà, c'est déjà de valider ce que j'ai autour de chez moi, c'est-à-dire à Bordeaux. Ça va pas loin, mais c'est vrai que je vis et j'ai mes 3 établissements à Bordeaux et 2 étoilés notamment. Donc c'est une très belle satisfaction déjà. Après, l'aspiration à en avoir plus, vous savez, faut être structuré pour avoir beaucoup de choses. Hein. Et aujourd'hui, mon groupe, entre guillemets, est un petit groupe, c'est un groupe familial. Hein. Il y a mon épouse qui travaille avec moi, qui est ma fidèle collaboratrice, et puis des collaborateurs précieux. Mais voilà, on tourne comme ça sur plusieurs établissements, mais à une échelle très familiale. Ok. Si je prends un peu de recul et je prends pour parler d'un truc un peu plus gros que juste un établissement, il y a un poncif qui dit que la gastronomie française est la meilleure au monde. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr! Mais bien sûr, c'est la meilleure monde, évidemment. Il faut avoir une vision plus large. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué à travers le monde, mais finalement qui ont été insufflées par, je pense, la gastronomie française. Ça a commencé par Paul Bocuse, qui a voyagé dans le monde entier, qui a amené justement la gastronomie française dans le monde entier. Il y a des chefs français qui sont exportés dans le monde, qui ont amené une vision et une culture de la cuisine française qui a été retravaillée par des chefs et qui sont appropriés finalement ces fondamentaux, ces bases de cette gastronomie française et ce qu'ils l'ont adapté à leur pays et à leurs produits. Donc aujourd'hui, il est vrai que dans beaucoup de pays au monde, il y a une gastronomie qui est d'un très haut niveau. En étant un petit peu chauvin, j'aime à dire que effectivement peut-être que le départ en tout cas est venu de la France, en tout cas sur le haut niveau. Et dans Top Chef, quand vous recevez des chefs étrangers, c'est quelque chose qui est aussi acquis à l'étranger, cette notion-là. Que la gastronomie française est l'une des plus riches en tout cas. Oui, alors elle est riche dans les produits, dans le savoir-faire. Et c'est vrai aussi que c'est bien de recevoir des chefs étrangers sur Top Chef parce qu'aussi ils ont une autre vision et une culture différente. Donc on se nourrit de ça. Et c'est ça aussi la richesse de notre métier, c'est de se nourrir du savoir-faire des autres. Vous disiez tout à l'heure que vous avez 3 établissements sur Bordeaux. Est-ce que c'est plus difficile de réussir quand on n'est pas à Paris, dans le monde de la gastronomie et la haute gastronomie entre guillemets ou pas? Très honnêtement, c'est pas plus difficile. Vous savez, on a la chance d'être dans une région, je parle du sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, qui est ma région, c'est dans laquelle je vis, où j'ai grandi aussi, qui est un réservoir de produits extraordinaires, de producteurs incroyables. Donc on a quand même une source d'inspiration qui est assez forte. Et je ne pense pas très honnêtement qu'il faille venir à Paris pour réussir. Et je pense qu'il y a énormément de chefs triplement étoilés en province. Il n'y en a pas qu'à Paris non plus. Non, il ne faut pas croire ça. Qu'est-ce qui définit selon vous la haute gastronomie? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est peut-être dans la recherche de beaux produits, dans la recherche de l'excellence, dans la recherche de haute technicité, de créativité, d'émotion aussi. C'est une émotion qu'on va donner, mais toujours avec un sourcing fort,
sur les produits et notamment, moi en tout cas ce que je fais à Maison Nouvelle, c'est le sourcing sur des producteurs locaux. Hein. J'aime à mettre en avant vraiment les agriculteurs, les producteurs locaux et les retranscrire dans des plats que je fais dans mon restaurant gastronomique. Et à la table d'hôte aussi d'ailleurs. Hein. On a des petites niches, table d'hôte c'est 10 couverts, donc on trouve des petites niches comme ça de producteurs qui ont peu de produits et qui me permettent de faire des choses assez extraordinaires sur cette table. Mais on fait souvent la distinction entre une gastronomie, une haute gastronomie par ailleurs, hein, mais plus de terroir et une plus qui va être sur l'expérimentation, quelque chose de plus, c'est pas le bon terme, mais délicat, je sais pas si c'est exactement ça. Mais... Est-ce que vous voyez cette distinction? Est-ce qu'elle existe selon vous? Et vous vous situez comment? Moi, je crois que la notion de terroir et justement d'excellence n'est pas indissociable. Je veux dire, ça marche ensemble. Il faut se nourrir de ce qu'on a dans le terroir. On peut même, et moi je le fais souvent, même m'inspirer de produits classiques du terroir. Je pense à l'amproie bordelaise par exemple. Ouais. On peut travailler de manière très moderne, très raffinée, très délicate. Alors que l'amproie, c'est vrai qu'on voit ce plat-là. Bon, c'est pas la présentation qui donne forcément envie, mais justement, on peut retravailler en s'inspirant de ces plats de terroir et en faire des plats de haute volée. J'ai commencé, vous savez, pour vous donner un exemple, j'ai créé un plat signature il y a très longtemps, c'est une raviolle de champignons au foie gras, en 96. On peut peut-être en reparler, mais je l'ai adapté en fonction de mes établissements. À Maison Nouvelle, j'en ai fait un plat haute couture, vraiment, en travaillant sur la base de ce plat-là, mais je l'ai transformé. Et à Signature aujourd'hui, qui est un fast-food, un comptoir à ravioles qui s'appelle Signature, où justement je mets en avant ce plat-là pour aussi donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir le goûter à un coût moindre. Mais voilà, après on adapte en fonction des endroits où on veut le servir, le plat. Hein, il peut être, voilà, comme je dis, de très haute volée ou alors plus commun. Est-ce que vous pensez que à terme, la gastronomie, la haute gastronomie va pouvoir se passer ou pas de l'animal? Je ne sais pas, je suis pas sûr de ça. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de protection animale, d'élevage surintensif, de choses comme ça. Mais ce qu'il faut regarder, c'est, j'en reviens toujours aux producteurs que j'ai autour de chez moi. Je prends l'exemple d'Arnaud Bourgeois, du domaine de la Valette, qui a réhabilité des races anciennes, justement, à une échelle de production raisonnée et avec des conditions d'élevage qui sont exceptionnelles. Il faut aller voir comment il fait, comment il traite ses animaux, comment il les élève. Alors vous allez me dire, la finalité, c'est qu'ils vont finir dans l'assiette, certes, mais au moins, ils auront eu une vie décente et à nous de faire en sorte qu'ils soient pas morts pour rien. Donc il faut les bonifier, il faut les respecter, ces produits. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse tout dissocier. Après, je le dis souvent, mais tout est question d'équilibre, de responsabilité aussi, hein, bien sûr. Mais à ce niveau-là, je pense que les choses, elles peuvent se réguler si on reste raisonnable. Je suis pas pour l'élevage intensif, je suis pas pour la pêche intensive. Je pense que c'est stupide de faire ça, c'est une bêtise parce qu'on détruit l'écosystème, on détruit plein de choses et on risque de le payer cher. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et je crois qu'aujourd'hui on y est très sensible, et les jeunes cuisiniers et cuisinières aussi, encore plus certainement que nous l'avons été. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, donc voilà, à nous de se sentir responsable par rapport à ça et de passer les bons messages. J'ai une question qui va être difficile pour vous, sans les classer. Si vous deviez retenir 3 candidats. Mathias Marc, Camille Delcroix. J'en ai 2, j'ai Camille Maury, qui était une jeune fille, une jeune apprentie qui avait gagné Objectif Top Chef et que j'ai amené dans Top Chef, qui avait eu un joli parcours. Et je parle d'elle parce que c'était une fille extrêmement intelligente, sensible, qui était à l'écoute de tout. Et j'en parle en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, elle travaille avec moi et c'est la sous-chef de Maison Nouvelle. Mais aussi Pascal, qui était un apprenti aussi, qui a fait Objectif Top Chef, à qui j'avais mené la vie dure, franchement, parce que je savais qu'il avait un gros potentiel, ce garçon. Et il a fait un parcours dans Top Chef incroyable. Et c'est un garçon que j'avais beaucoup aimé. Voilà, si je dois donner, voilà, à peu près. Mais il y en a quand même d'autres. J'ai vu Carla Ferrari il y a pas longtemps, cette fille qui était aussi incroyable. Et puis Marie Pacotte, c'est une des dernières que j'ai eues, qui sont super, quoi. Voilà, j'ai toujours eu de bons candidats. Hugo aussi, j'ai oublié Hugo Riboulet, bien sûr. Très bon candidat, Hugo Riboulet, avec qui avait gagné Top Chef et on avait eu un parcours incroyable. Vous voyez, bon, si je remonte, j'en trouvais d'autres, mais... Non, mais très bien.
On a souvent eu, alors peut-être à tort vous me direz, l'image du chef comme étant quelqu'un qui peut crier sur ses équipes parce que c'est le rush, parce qu'il faut aller vite, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui existe encore, ou en tout cas qui est compatible en 2025? Pour moi, non, ça l'a jamais été de toute façon. D'accord. Moi, j'ai connu au cours de mon apprentissage, de ma formation, des chefs qui étaient rigoureux, effectivement, où on faisait pas toujours des formules de politesse pour faire passer des informations. Mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. La transmission et la formation, elle peut se faire aussi dans une implication qui est tout à fait différente, hein, et dans des messages qu'on peut faire passer autrement. Moi, je suis vraiment pour que tout le monde, quand on travaille ensemble, c'est déjà un travail d'équipe, c'est un esprit, se sentent bien. Et je pense que les gens sont d'autant plus efficaces quand ils, justement, prennent du plaisir à travailler. Mais ça, voilà, une fois de plus, c'est un discours que je tiens et que j'applique vraiment, qui est extrêmement important. Parce qu'on me voit crier à la télé, c'est la caricature de chef Etchebest, qui est le gueulard, qui arrive, qui défonce tout. Mais c'est pas ça mon quotidien, ça ne l'a jamais été en plus. Et je pense que crier en cuisine, c'est un chef qui crie. En cuisine, c'est un chef qui manque d'assurance. Et c'est un moyen de pouvoir reprendre le truc ou de s'affirmer en criant et en faisant peur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas chez moi. Alors c'est vrai que, et ça m'embête souvent, quand il y a des films qui sortent sur la cuisine, on voit des gens qui gueulent tout le temps. Ouais. Et je trouve que ça renvoie pas une bonne image et c'est pas conforme avec la réalité. Alors peut-être que il y a des maisons qui fonctionnent encore comme ça. Et j'ai envie de dire c'est bien dommage parce que c'est comme ça aussi qu'on n'arrive pas à recruter. C'est déjà assez difficile. Donc faut amener nos jeunes à la cuisine, mais d'une autre manière, en leur amenant une vision de la cuisine qui est pas celle-là, pas celle qu'on voit. Et j'en ai vu des films comme ça, je dis merde, ça fait chier quoi. Non, c'est pas des mecs qui se tapent dessus, c'est pas des mecs qui s'envoient les casseroles dans la gueule, non, c'est pas ça, pas du tout. Bah, y a un autre cliché de cinéma, c'est aussi qu'en cuisine, c'est le rush, c'est la course, il faut aller très vite et être très efficace. Absolument. Ça, pour le coup, c'est le cas? Absolument. Faut aller vite, être efficace. Mais c'est bien, ça, je trouve, c'est une super qualité. Ça demande forcément un savoir-faire, de l'organisation. Ouais. C'est ce que je dis souvent. Les gens voient travailler les clients. On a envoyé 180 couverts en brasserie. D'un côté, il y a la table d'eau, 10 couverts où les gens font presque plus de bruit que mes cuisiniers. Mais je leur dis, c'est une organisation, c'est un travail en amont. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais. C'est un métier. C'est tout. Il y a un autre cliché qui entoure la figure du chef ou de la chef, c'est ce truc de forcément c'est votre travail, donc quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie de travailler. Et puis en plus, quand vous étiez en cuisine, vous avez dû goûter peut-être cette sauce 15 fois pour vérifier qu'elle était bonne. La vérité, c'est comment ça se passe vous à la fin de votre service concrètement? Déjà, je rentre pas très tôt, je rentre tard le soir, donc déjà je ne mange pas le soir. Et vous mangez avant dans ces cas-là? Ah, je mange au service. Quand je ne travaille pas, en règle générale, c'est mon épouse qui fait à manger. Et elle fait très bien à manger. Justement, je parlais du rythme et de quand est-ce que vous mangez, parce qu'en fait, derrière ça, il y a une vraie question de, concrètement, une journée typique pour Philippe Etchebest, elle ressemble à quoi quand vous devez aller dans vos établissements? Je vais bien vous le montrer, vous allez avoir peur. Ça, c'est pas impossible. Mes journées, elles sont multiples, elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Je vais passer d'un endroit à un autre en fonction de ce qu'il y a à faire, s'il y a à établir des plats, des menus ou s'il y a des repas tests à faire. Après, il y a aussi du bureau, il y a des échanges avec les collaborateurs, il y a des projets à mettre en place aussi. Parfois, il y a des vidéos à faire pour mon programme mentor, ou des recettes. Enfin, il y a plein de choses à faire aujourd'hui, c'est varié. Mon rôle à moi, il est plus de déléguer aussi. Et ça, c'est vachement important et c'est peut-être ma plus grande fierté, je crois, c'est de faire aux autres et finalement d'avoir un résultat qui correspond à ce que j'aurais fait moi, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Et ça, c'est top. Et puis aussi de laisser, en tout cas, de responsabiliser les gens et de les rendre aussi un petit peu autonomes. Ça, c'est bien, je pense. Ça incite les gens à aller plus loin dans leur démarche et aussi à les fidéliser. Quand on a des projets, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un super groupe qui sont dans une vraie dynamique et parfois même eux me poussent. C'est ça qui est magique. Il dit allez chef, on va, ok on y va, allez, c'est parti. Donc ça c'est un échange. J'aime l'échange moi aujourd'hui. Et il n'y a pas des choses qui vous manquent dans cette nouvelle organisation? Si, du temps.
Ça, c'est clair. C'est toujours le problème, c'est du temps. Ouais. J'aimerais avoir du temps, putain. Si je pose une question un peu plus générique, je sais que Top Chef nous l'a déjà prouvé plusieurs fois que non, ce n'est pas le cas, mais quand même, vu que c'est pas quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les cartes des restaurants, qu'on retrouve pas souvent au menu, est-ce qu'un plat a besoin d'être beau pour être bon? Dans le meilleur des mondes, il faut qu'il soit beau, mais il faut que l'esthétique corresponde derrière au goût. D'accord? Il y a Glenn, mais je prends l'exemple de Glenn Miel, c'est vrai que lui il dit toujours, je préfère faire des plats qui sont pas trop jolis, mais justement qui surprennent et qui amènent quelque chose, une émotion en tout cas au niveau du goût. Ce qui est vrai aussi, c'est vrai qu'on peut être surpris dans le goût par un plat qui finalement qui donne pas forcément envie. Bon, moi je préfère avoir les deux dans l'absolu, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, il vaut mieux avoir un plat visuellement moyen, mais par contre qui dénote en goût, quoi, qui arrache, quoi, qui soit vraiment exceptionnel. Le contraire, ça fonctionne moins bien. C'est très beau visuel, il y a une vraie attente et il peut y avoir une très grosse déception. Voilà, donc si j'avais à choisir entre les deux, je préfère un plat moyennement joli, mais par contre très très bon derrière. Vous disiez tout à l'heure que vous avez un plat signature, qui est un plat qui vous suit depuis maintenant quasi 30 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on regarde de près le rythme d'un restaurant, de la gastronomie, c'est le fait de devoir renouveler la carte assez régulièrement. Du coup, quand vous réfléchissez à toutes les différentes cartes que vous avez faites, est-ce qu'il y a certains plats en dehors de ce plat signature dont vous êtes particulièrement fier et dont on ne vous parle peut-être pas assez? Tous les autres. Tout ce que j'ai fait. Il y en a un paquet. Parce que moi, j'adore changer. On me le reproche un petit peu, d'ailleurs, dans mon entourage. C'est justement de caler davantage les choses. Et moi, j'ai toujours aimé changer, en fait. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'ai ce plat que j'ai fait évoluer, mais qui est resté parce qu'il a marqué les gens. On me l'a souvent demandé. Donc, j'en ai fait un plat signature. C'est vrai que certains chefs n'aiment pas être rangés dans un plat signature. Ouais. Moi, je l'assume parfaitement parce qu'il m'a permis de faire plein de choses. Et aujourd'hui, justement, ce fast-food, ce comptoir à ravioles signature où je peux décliner ce plat de différentes manières et rendre accessible ce plat que je sers aussi au restaurant gastronomique. Mais tous les autres plats que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup, hein. Vraiment, je peux le dire, hein, depuis que je fais ce métier-là. Certains reviennent, certains peuvent être aussi améliorés. C'est bien d'aller piocher dans cette bibliothèque de plats, puis de revoir un truc, de dire tiens, ça c'était pas mal, tiens, on va pouvoir le faire autrement ou l'amener autrement de temps en temps. Mais il y a toujours ce souci, et même pour mes équipes, de vouloir créer quand même. Ils aiment ça, ils aiment ça. Moi, j'aimais ça, mais eux aussi. Voilà, il y a ce côté recherche ou aller encore plus loin pour faire des plats. Mais du coup, en dehors de cette raviole, il n'y a pas un moment où, quand vous avez créé une recette, un plat, vous avez dit « Waouh, celle-là, elle est vraiment, vraiment remarquable ». Oui, si, il y en a. À Maison Nouvelle, on a des plats comme ça qui ressortent, qu'on a même fait traîner un petit peu sur, je pense, un turbo soufflé qu'on fait aux algues, comme ça. On sert ça sur l'arête avec une écume de mer et une huître râpée. On fait une huître râpée dessus. J'appelle ce plat l'ode à l'iode. Okay. Et je l'ai gardé un moment parce que c'est le plat qui ressortait à chaque fois. Alors, effectivement, parfois, comme ça, il y a des plats qui prennent le pas, qu'on a envie de garder un petit peu. Mais malgré tout, il y a toujours ce besoin de faire autre chose. Ce serait la facilité finalement de garder, d'avoir un menu. Bien sûr. On fait une sélection des plats qui ont le mieux marché. Et puis, c'est un moyen de sécuriser, d'avoir une régularité. Mais je trouve que c'est ennuyeux pour moi, même pour les équipes. Donc, c'est bien c'est bien d'apporter autre chose, un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique pour aussi dynamiser les collaborateurs. Voilà, pour pas tomber dans le truc plan-plan où tout le monde s'emmerde. Et c'est vrai, moi, je me suis souvent dit ça, quoi. Je voulais changer tout le temps, mais il y a des plats que les gens n'ont jamais goûté. Voilà, donc après, c'est des choix. Mais aujourd'hui, je me suis beaucoup calmé, malgré tout, et j'essaie de poser les choses. On fait maintenant des menus à la saison, avec les produits de saison. Donc on fait le sourcing sur toute la région d'Aquitaine et on se cale sur les saisons. On essaie de faire des trucs pointus, beaucoup plus réfléchis. On prend le temps de faire les plats aussi. Pour les gens qui regardent cette interview, il y a aussi ce truc, on se pose souvent la question, enfin souvent, je sais pas, moi c'est le cas en tout cas, mais comment on crée une recette? Est-ce que c'est de manière très schématique, hein, vous êtes sous la douche et d'un seul coup, bim, vous avez l'idée, ou c'est plutôt une piste qu'on va creuser 20, 30, 40 fois avant de trouver la bonne forme?
Si on me demande, allez, chef, on se pose, on s'assoit, carnet, crayon, machin, et on y va. Je suis pas bon. Je ne suis pas bon, je ne sais pas faire ça. Ça peut me venir à n'importe quel moment, je sais pas pourquoi, ça peut me venir même en faisant du sport. Je vais avoir un truc qui, je sais pas pourquoi, ça va me venir. Okay. En faisant le marché, en voyant les produits, beaucoup, ça c'est certain. Ça m'inspire énormément. Ça peut venir même d'une assiette. D'accord. Un plat, une assiette. De quelqu'un d'autre? Non, une assiette, quand je parle d'assiette, je parle de... la vaisselle. La vaisselle. Je parle de okay. la vaisselle. Et je me dis, ah putain, là-dedans, on pourrait faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut venir aussi de là. Donc, mes sources d'inspiration, elles sont assez variées. Et elles peuvent venir aussi de mes collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'aime avoir cet échange aussi avec les uns et les autres pour que chacun aussi amène sa pierre à l'édifice. Quand je dis, il faut que ce soit participatif aujourd'hui. Moi, ce que je fais, justement, j'essaie de fédérer tout le monde et puis que tout le monde soit intéressé. Et je trouve que les idées, parfois des uns et des autres, elles peuvent apporter quelque chose. Et j'aime bien aussi travailler comme ça. Donc vous voyez, les axes, ils sont multiples. On parlait tout à l'heure de Top Chef, j'aimerais revenir dessus parce que ça va faire un sacré paquet de temps que vous y êtes maintenant, ça fait c'est 11e, ouais. Quels sont selon vous les bienfaits qu'a pu avoir cette émission sur la gastronomie de manière générale? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ouais, Top Chef, je crois que tous les chefs aujourd'hui ont envie de venir sur Top Chef, c'est ça qui est bien. Alors qu'au départ, c'était un peu décrié, parce qu'il y a une légitimité. Je pense que ça renvoie une image de l'excellence et de la gastronomie qui est très positive. Ça a ouvert beaucoup de portes, ça a créé des vocations aussi. C'est une émission qui a donné le ton et qui a eu un effet très positif sur le consommateur, qui aussi aujourd'hui se rend compte ou s'aperçoit que la cuisine et le haut niveau, c'est pas facile. Ouais. C'est très très dur, très compliqué. C'est un vrai savoir-faire. Et donc, voilà, ça fait que les gens appréhendent les restaurants d'une autre manière. Alors parfois, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour des jurys de Top Chef. Aussi, ça peut avoir aussi l'effet inverse. Mais quand même, ça a apporté de très bonnes choses. Le ressenti que j'ai en tant que spectateur de l'émission depuis plusieurs saisons maintenant, c'est que quand même, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que l'émission est de plus en plus portée sur la technique. C'est-à-dire que de plus en plus experte. Ce qui est peut-être moins le cas au début. Est-ce que vous avez vu une évolution dans ce sens-là, vous, ou pas? Alors, experte ou technique, je sais pas. Il y a toujours, de toute façon, vous savez, dans la cuisine, il y a forcément de la technique. Ciseler de la ciboulette, c'est technique. Donc, tout ce que vous faites en cuisine est basé sur de la technique pure. Ok. Ensuite, il y a la créativité, il y a l'émotion qu'on va amener à travers un plat. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Effectivement, il y a des chefs qui sont invités, qui ont des spécificités sur une approche culinaire. On est plus dans un univers, en fait. Un univers. Et c'est ça aussi, la cuisine, c'est un univers, c'est créer une expérience différente des autres. Donc, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont posées sur des aspects qui correspondent beaucoup à des chefs invités, des chefs étrangers, mais des chefs français. On a eu Rasmus Munk une fois, on a eu encore Léo Angel, oui c'est le chef espagnol qui est autour de la mer, là, qui est un mec incroyable, ou alors Aston Blumenthal qui a une vision de la cuisine très différente. Donc effectivement, c'est des mondes culinaires qui sont très différents, mais qui sont intéressants à travailler aussi parce que ça demande justement une réflexion tout à fait autre. Mais après, la finalité, ça reste la cuisine quand même, hein, voilà, et c'est ce qu'on va manger derrière. Question un peu difficile peut-être, je ne sais pas, mais vous avez une démarche justement avec la raviole que vous disiez, ou en essayant de la rendre accessible aussi sous une forme un peu plus fast-food entre gros guillemets. Ouais. Est-ce que de manière générale, vous trouvez que la gastronomie, la haute gastronomie est trop chère? Ça veut dire quoi trop cher? Ça veut dire quoi trop cher? Vous savez, vous pouvez manger très cher à 15 €. Si c'est dégueulasse, ce sera toujours trop cher. Maintenant, cher, c'est quoi? Quand on travaille des produits d'excellence, rares, quand on travaille avec des collaborateurs pointus, expérimentés, quand on travaille avec de la belle vaisselle, quand on travaille dans un endroit aussi voilà, qui est beau, ça a un coût. Est-ce que ça veut dire que c'est cher? La valeur qu'on pourrait mettre à un repas, c'est celle que vous voulez mettre. Et le moment que vous voulez passer, vous allez aller dans un endroit où vous allez payer, je sais pas moi, 300 € par tête. C'est beaucoup, je suis d'accord. Mais à la fin, si vous en avez les moyens, ok, et si derrière ça, vous avez passé un moment exceptionnel, vous dites quoi? Tiens, j'ai passé un bon moment, vous regrettez pas votre argent. Mais le coût de la haute gastronomie est lié à beaucoup de choses, au savoir-faire, aux produits, aux gens
qui exécutent, Oui, qui se le livrent au font, service, parce que le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui en France est colossal, il ne faut pas l'oublier. Et pour faire du boulot un peu soigné, un peu travaillé, il faut du monde. Je vous le dis, à Maison Nouvelle, on est 22 pour 28 couverts. Ça fait du monde. Mais moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais. C'était mon choix de faire en sorte que quand les gens y viennent, ils soient pris en main dès le départ et vivent une expérience différente et qu'ils se sentent ailleurs. Et je suis fier et satisfait quand on me dit « on a passé un bon moment chez vous ». Je veux pas parler du repas, je m'en fous moi du repas. Je veux pas savoir s'ils ont bien mangé, c'est pas le plus important. C'est à la fin, est-ce que les gens ont passé un bon moment? Est-ce qu'ils se sont sentis portés? Est-ce qu'ils se sont sentis ailleurs? Voilà, c'est l'expérience globale qui est importante. Mais effectivement, ça a un coût. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas regretter quand on a été... c'est comme quand vous achetez une bagnole, que vous achetez une voiture chère, pas chère. Qu'est-ce que vous voulez en faire de cette voiture? Eh bien, je pense que pour la restauration, c'est un peu pareil. À dire que c'est trop cher, je sais pas, il n'y a rien n'est trop cher. Mais en même temps, vous avez eu la démarche de réussir à un endroit, rendre votre célèbre raviole accessible. Tout à fait. Après, c'est un choix de diversité, de proposer de la haute volée à Maison Nouvelle, de proposer à Signature quelque chose de beaucoup plus accessible, où on peut manger à moins de 20 € un menu complet, d'accord, fait par des pros, avec des produits frais, fait maison, et cautionné par un meilleur ouvrier de France. Et je vous assure que l'équation, elle n'est pas facile. Quand on arrive à faire ça, putain, c'est génial. Et il y a la brasserie de l'autre côté, où on est un peu plus sur le volume, c'est sur une tranche de prix qui est encore différente, mais qui reste accessible par rapport au restaurant gastronomique, c'est sûr. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que quand on va dans les 3 endroits, on vit 3 expériences différentes, avec des tarifs différents aussi, mais en tout cas, l'approche n'est pas la même, le repas sera pas le même, machin, et l'ambiance sera différente. Est-ce que quand vous maîtrisez la recette que vous avez créée avec vos équipes et que vous êtes à votre 15e, 20e service et que vous maîtrisez la recette, à quel point il y a encore ce truc de à 5 grammes près de farine, à tenir la recette de bout en bout de manière très précise, ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'instinct prend le dessus? Il est important quand on des lives ou quand on fait faire, c'est d'avoir des choses quand même assez précises. Après, si ça ne tient qu'à moi, les recettes... non mais j'y vais pas aux recettes, les peser, tout ça. Quand on me demande c'est combien de temps au four, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas travailler comme ça. Je travaille beaucoup à l'instinct. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que y a une recette de base, mais il faut arriver à la finalité qu'elle soit toujours la même. Mais j'ai jamais pesé. Parce qu'à un moment donné, le fond de veau, ce sera pas le même que celui de la veille. C'est vrai. Donc la sauce, elle va changer. Donc il faut avoir la capacité, sans avoir de peser, avec un produit qui aura un petit peu varié, changé, avoir et obtenir le même résultat tout le temps. Et c'est dangereux quand on fait des pesées strictes, parce que ça ne demande plus à ne plus réfléchir aussi. Donc le mec, il pèse, il réfléchit pas, il fait un truc, mais ça peut varier du tout au tout si on n'y prête pas attention non plus. Donc il est important quand même d'avoir cette sensibilité et cette inspiration, et quand on cuisine, d'avoir le truc qui fait que, bah oui, on va mettre un petit peu plus ou un peu moins, parce que aussi c'est différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même, on se base quand même sur des fiches techniques, sur des recettes qui sont travaillées, étudiées, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart non plus. Je considère que la cuisine, ça doit rester quelque chose d'instinctif, quoi. Je vais vous donner à chacun d'entre vous la même recette, et vous êtes 5, j'aurai 5 plats différents. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est quand vous n'êtes pas vous-même au fourneau, de mettre des choses en place et de faire en sorte qu'elles soient tout le temps pareilles. Mais ça passe aussi par beaucoup de contrôle, beaucoup de dégustation, justement, pour t'entendre, remettre un petit peu sur le droit chemin. Parce que c'est normal, ça dévie toujours un petit peu. Et par rapport aux recettes, moi, il y a quelque chose qui m'intéressait pas mal, c'est le fait que les chefs de plus en plus dévoilent leurs recettes, les montrent, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des interviews, que ce soit à la télévision, etc. Mais on trouve quand même certains chefs qui... ah non, ça je vous le dis pas, c'est secret. Ça c'est le petit ingrédient secret. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, ou pas? Ce truc de vouloir garder le secret un peu. Mais il y a pas de secret en cuisine, je vous dis, on peut tout montrer, tout donner. C'est la personne qui va faire la recette qui va sortir le plat. C'est l'exemple que je vous ai dit avant, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas de problème à donner mes recettes, à donner mes petites astuces. Je le fais sur ma chaîne YouTube, où je fais tous mes plats, je montre tout, je montre les techniques. Dans mon livre aussi, c'est pareil, il y a des recettes qui sont faites, je vous les peser. Alors pour le coup, les peser, c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai fait moi à l'instant T. Mais je suis hyper content
Moi, quand on me dit, ah putain, chef, j'ai fait votre blanquette de veau, c'était une tuerie. Et je peux vous dire que je l'ai entendu un paquet de fois, la blanquette de veau. Je crois que ça a été vu plus de 5 millions de fois. Ouais. Mais il y a le petit truc, le petit twist que je rajoute sur cette recette, qui est de mettre de la crème fouettée à la fin. Ouais. Et ça fait la différence. C'est un petit secret. Oui, je peux dire, ça c'est mon secret pour l'avoir. Cette sauce veloutée comme ça, comme vous faites. Non, je le dis pas. À quoi bon? À quoi ça sert? Moi, mon plaisir, c'est le retour que me font les gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez certains chefs cette notion de se dire que, et alors attention, je caricature vraiment, hein, mais que si le tout à chacun peut reproduire les grandes recettes, et ben du coup, qu'est-ce qui va nous différencier? Alors que, je sais pas, on peut voir que pour telle sauce, et ben il faut pas dire qu'à la fin j'ajoute du Grand Marnier ou ce genre de choses. Alors que là, en rendant accessible à tout, du coup, tout le monde pourrait presque. Alors... Non, ben justement non. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non. C'est pour ça, je veux dire, après, c'est un savoir-faire, c'est de l'expérience, c'est de la sensibilité, et je répète, elle est propre à chacun. C'est pas parce que vous donnez les recettes, je sais pas moi, de grands chefs étoilés, vous regardez sur les bouquins, Ouais. déjà, c'est très compliqué à faire. Bien sûr, c'est très technique. Pour le commun des mortels. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai voulu faire un livre extrêmement simple, dans l'objectif que les gens qui achètent ce livre fassent un maximum de recettes. Aujourd'hui, la moyenne de recettes qui est fait par livre, ce qui est dit, c'est une recette par livre. Ah ouais? Seulement. Ah ouais, c'est la moyenne. Mon bouquin Cuisiner bien accompagné, je peux vous dire qu'il y a 100 recettes et les gens font bien plus de 10, 15, 20 recettes sur ce bouquin à chaque fois. Bien plus. Le but, c'est que les gens, vous faites un bouquin, c'est pour qu'ils les fassent ces recettes. Bien sûr. Si c'est pas pour les faire, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Très bien. Je m'emporte là, pardon. Non, mais vous avez raison, mais c'est intéressant. De manière plus triviale, est-ce qu'il y a un plat, une technique, une recette que vous avez jamais réussi à vraiment faire? Il y a une recette. C'est pas que je la faisais mal, mais c'est que je la faisais moins bien. C'est les gaufres de ma mère. Je vais demander la recette 10 fois, et c'est un exemple, justement. De sensibilité et pas de recette. La mère, elle pèse pas. Ouais, tu mets une cuillère, bon, t'en as mis 3 là, tu m'as dit 2. Ouais, mais non, mais... Voilà, et ces gaufres sont fantastiques. Pour la petite histoire, il y a très longtemps, quand j'étais à Saint-Émilion, pour la fête des mères, justement, je voulais faire les gaufres de ma mère. Ouais. Maman, donne-moi la recette. Puis la recette, je fais les gaufres, 1 fois, 2 fois, putain, c'est pas ça, elles sont pas comme ça, elles sont pas aussi légères. Elles étaient bonnes, mais c'était pas comme elle faisait ma mère. Maman, tu peux venir faire les gaufres au restaurant, s'il te plaît? Elle a mis son petit tablier, et puis elle a fait les gaufres. Elles étaient aussi bonnes qu'avant. Ah ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ce petit truc-là qui est bien aussi. Il y a des fois, si je m'y mettais vraiment, peut-être que j'y arriverais, mais peut-être qu'on n'ose pas toucher au truc. On s'est dit, finalement, c'est elle qui le fait le mieux. Comme des plats que faisait mon père aussi, j'adore. On a mangé encore pour Noël, c'est lui qui fait à manger. Il a 80, il s'y colle à la cuisine parce qu'il adore ça. Et la tradition, c'est papa, fais-moi les crêpes soufflées. Très bien. On parlait de Top Chef et de l'émergence de plein de chefs. Je trouve que ce que Top Chef a permis, c'est notamment l'arrivée de chefs jeunes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Fut un temps, dites-moi si je me trompe, mais on ne pouvait pas être chef à 26, 27 ans. Pourquoi, selon vous? Pourquoi ça a changé? Je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution en cuisine, mais même sans parler d'être chef. Ouais. Il y a des postes, hein. Il y a des niveaux en cuisine. Hein. Il y a l'apprenti, il y a le commis, il y a le demi-chef de partie, il y a le chef de partie, il y a le sous-chef, le chef. Ok, premier sous-chef, en bref. Mais déjà, avant d'être chef de partie, il fallait exercer pendant des années pour maîtriser le poste. Aujourd'hui, ça a bien changé. Maintenant, les jeunes sont chefs de partie très vite. Ouais. Mais ils n'ont pas toutes les connaissances et tout le savoir-faire non plus que pouvaient avoir nos pères, nos grands-mères ou grands-pères, je ne sais rien. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. On accède beaucoup plus vite à des statuts qu'avant. Être chef aujourd'hui, c'est quoi? C'est un ressenti aussi. Moi, à un moment donné, je me suis senti, j'avais peut-être, je sais plus, 27 ans. Bon, maintenant, j'étais second. Voilà, j'ai envie de passer un cap. J'ai envie de passer à autre chose. Je veux être chef, parce que je le sentais au fond de moi. Il y a des gens, à 30, 35, 40 ans, qui n'ont pas cette envie-là, qui préfèrent rester sous-chef, second, parce qu'ils n'ont pas ce petit truc qui leur dit, tiens, mais je vais aller plus loin. Non, moi, second, ça me va. Ça dépend des caractères. Ça n'a pas de rapport, je pense, avec l'expérience et le savoir-faire. C'est juste un ressenti. Et il y a des chefs très jeunes, même, qui ont moins de 26 ans, à 23 ans, 22 ans, qui sont chefs. J'en ai eu, comme ça...
des jeunes qui étaient chefs, qui ont postulé, même à la brasserie, je dis très bien, t'es chef, ils s'aperçoivent malheureusement qu'ils n'ont pas le niveau de chef. Et c'est très bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont justement l'humilité de se dire « Ah oui, non, j'y étais pas, on va réapprendre les choses et puis on va y aller tranquillement ». Et ce passage-là par toutes les étapes, il reste selon vous quand même, peut-être pas nécessaire, mais important dans l'apprentissage? L'apprentissage est important, oui. À tous les jeunes, je leur dis, ne cherchez pas à aller vite, cherchez à durer. C'est le plus important. Aller vite, ça sert à rien, parce que tu peux courir très très vite, mais tu peux tomber très vite aussi et te faire très mal. Donc voilà, le mieux, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses, c'est d'acquérir un maximum d'expérience et de savoir-faire pour pouvoir après aussi, quand on est chef, parce qu'on a un devoir de transmission. Donc être capable aussi de montrer aux autres ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Et c'est ça aussi être chef. Les gens attendent beaucoup de vous. Vous avez de grosses responsabilités, mais si vous savez pas faire, vous êtes comme un con, quoi. C'est dur. Moi, j'ai toujours préféré être dans ce schéma-là, justement, de bien savoir, de bien maîtriser, et après de me lancer. Après, 26 ans, 27 ans, absolu, ça peut paraître jeune, parce que l'époque de mon père, je pense que ça venait encore beaucoup plus tard. Un mec à 26 ans, 27 ans, il est encore chef de parti. Ouais, c'est ça. Mais tout a évolué, tout évolue. Tout va plus vite aujourd'hui. On le voit dans Top Chef, les jeunes sont d'une créativité débordante. Moi, à leur âge, mais jamais j'aurais sorti des trucs comme ça. Je n'en aurais pas été capable. Mais il y a une ouverture d'esprit qui est différente. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent aux jeunes de se nourrir, de s'enrichir de culture. Elle peut être nationale, française, mais mondiale aussi. Avec l'Internet, avec Instagram, avec les réseaux. C'est incroyable, les possibilités qui leur sont données. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas de créativité sans fondamentaux. C'est pas vrai. À un moment donné, on s'épuise. Les bases sont essentielles pour pouvoir durer, justement. Parce qu'on le voit aujourd'hui, tout ce qui est fait malgré tout, même s'il y a des nouveaux produits, plein de trucs nouveaux qui arrivent, des nouvelles tendances, des nouvelles modes, on en revient toujours au classique. Vous disiez que vous avez commencé à vous sentir chef, en tout cas prêt à le devenir à 27-28 ans. Il y a un fait que les gens qui nous regardent ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes apparu à la télévision assez jeune. Je pense notamment aux côtés de Maïté. Pour les plus jeunes qui regardent cet entretien et qui ne connaissent pas bien la figure de Maïté, comment vous décririez ce qu'elle a représenté dans la cuisine française et dans le paysage culturel? Oui, c'était une figure emblématique de la cuisine. Elle représentait le terroir, la générosité, la gentillesse, toutes ces choses-là. Voilà, c'était ça Maïté. Quand elle est partie, j'ai eu le sentiment qu'on avait toutes et tous perdu une grand-mère. Mais c'est ce qu'elle incarnait pour moi, Maïté. Voilà, cette cuisine familiale qu'on aime aussi, mais qui revient beaucoup au goût du jour aujourd'hui. Et puis quelqu'un qui a duré sur le temps aussi, parce que c'est quelqu'un qui a été présente très longtemps. Ah, elle a été présente très longtemps, bien sûr. Bien sûr, elle incarnait vraiment quelque chose de très fort. C'est vrai que ça a été ma première émission en tant que chef de cuisine. C'était en 96 et j'ai passé un moment merveilleux. Elle était bienveillante en plus. Elle était, on avait chanté dans les coulisses avec elle. Elle m'était à l'aise parce que j'étais un peu tendu quand même malgré tout. J'ai fait un truc là. Mais non, puis voilà, mais c'est vrai qu'elle a duré, mais elle a duré parce que justement, il y avait beaucoup de sincérité dans ce qu'elle faisait. On parlait de l'évolution des grades, être commis, chef de parti, etc. Normalement, quand on commence dans la cuisine, on a toujours son trousseau à couteau. Vous avez toujours le vôtre, celui de l'époque? Ouais, moi j'ai mes couteaux d'école encore. Vous les utilisez encore? J'ai mes couteaux d'école, alors que j'utilise un peu moins parce que j'ai des couteaux, justement, j'ai fait faire des couteaux, alors pour moi, mais aussi pour les autres. J'explique avec ces couteaux, avec 3 couteaux, en fait, on peut faire 90% des actions. C'est l'éminceur, c'est le filet de sol, un peu dur, justement, pour trancher, pour lever, pour couper, pour ciseler, et le couteau d'office. Voilà, et j'utilise ces couteaux aujourd'hui. Ces couteaux, c'est fait par une maison, c'est Perceval pour pas la nommer. Et je travaille avec ces couteaux aujourd'hui. Mes couteaux d'école, je les garde précieusement. Ah, vous les avez? Je les ai encore, mais je les garde précieusement. J'ai même des couteaux que m'a donné mon père, donc qui sont encore beaucoup plus vieux, qui ont bien vécu, mais qui sont des couteaux fantastiques. J'adore les couteaux. C'est le prolongement de la main du cuisinier, le couteau. C'est un outil indispensable. C'est l'outil le plus important, en fait. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, au début de l'entretien, on discutait de votre planning, que ce qui vous manque, c'est le temps. C'est quand même un métier qui demande beaucoup de pression, surtout quand on est médiatisé comme vous. Est-ce qu'à un moment, vous avez songé à peut-être arrêter? Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Pas une seconde. Aujourd'hui, j'aspire à 58 ans, lever un peu le pied dans le sens où mais j'arrive pas, putain, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver à prendre un peu plus de temps pour moi, pour ma famille aussi.
J'ai toujours été un peu comme ça, en fait, toujours dans cette dynamique, à travailler, à faire du sport, à combler les trous que j'avais, pour pas perdre de temps. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, dans toutes mes activités, qu'elles soient télévisuelles, qu'elles soient professionnelles, machin, ou même qu'elles soient personnelles. Parfois, je fais de la musique, j'ai un groupe de rock avec des copains. Bon, ben voilà, et pour faire de la batterie, il faut travailler un petit peu, hein, on fait pas comme ça. Donc, je trouve ce laps de temps dans mes journées pour le faire, mais ce qui fait que les journées, elles sont prises. Mais c'est cette variété aussi de choses que je fais aujourd'hui qui font que je ne me lasse de rien. Tout ce que je fais, je le fais à fond, et je me régale de le faire. Donc, à aucun moment, j'ai pensé à arrêter, effectivement. Aujourd'hui, j'appréhende la cuisine et mon métier d'une manière différente parce que je suis devenu chef d'entreprise. Donc, c'est encore un autre aspect de mon métier. C'est pour ça que il y a une évolution dans tout ce que j'ai fait, qui a été évolutive et qui m'a fait changer de façon de penser à chaque fois, qui m'a fait changer dans ma façon de faire aussi, qui m'a dégagé de certaines choses pour en faire d'autres. Enfin, c'est cette évolution qui m'a nourri et qui va me nourrir encore certainement pendant un petit peu de temps pour petit à petit laisser, transmettre. Voilà, je réfléchis à ça et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des collaborateurs précieux que j'ai envie à qui j'ai envie de transmettre ça et qui prendront le relais à un moment donné. Vous commencez aussi à vous dire à un moment, peut-être qu'il y a un moment où ce sera plus possible? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a des chefs qui continuent jusqu'au bout du bout. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de ça. Effectivement, j'en vois et je suis très respectueux de ça, mais c'est pas ce dont j'ai envie. C'est pas ce dont j'ai envie. Je veux aussi à un moment donné profiter un petit peu de tout ce que j'ai fait. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai bossé. Il y a des gens qui ne défendent pas la valeur du travail. Moi, je la défends et j'encourage tout le monde à avoir la capacité à travailler, à faire des efforts, à se faire plaisir et à avoir la satisfaction d'avoir réussi parce qu'ils ont travaillé. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Et plus, on se dit, plus c'est difficile, et plus on apprécie la victoire. Hein. C'est comme en sport, c'est pareil. Hein. Moi, je fais toujours le parallèle avec le sport. Hein. Plus un match, il est dur, plus t'es content quand tu gagnes. Quand tu fais machine arrière, ou en tout cas quand tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis, voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça, j'en suis là aujourd'hui. Voilà, c'est cool, quelle fierté. Quelle fierté d'en être là, quelle fierté d'avoir amené des gens avec toi qui te sont fidèles, quelle fierté d'avoir une femme qui m'accompagne depuis 30 ans déjà, avec qui on a tout fait. Moi, je trouve ça fabuleux. Est-ce qu'on va laisser derrière? Je sais pas, mais on laissera forcément quelque chose. Mais autant passer le relais dans de bonnes conditions, tant qu'on est vivant, en bonne santé, et qu'on a les capacités à faire encore plein de choses derrière, différentes certainement, j'espère, mais enfin, c'est ce dont j'ai envie en tout cas. Voilà. Écoutez, c'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup. De rien.